Oui, je vais vous présenter le label bas carbone que beaucoup d'entre vous connaissent, en tout cas pour les acteurs forestiers. Et je vais faire une présentation qui vise un peu à retracer le parcours du label bas carbone avec quelques points sur d'où vient ce label, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et puis les perspectives pour le label bas carbone. Mais avant de vous... Je regarde si ça fonctionne. Alors, pendant que les soucis techniques se résolvent, je vais vous donner quelques mots sur I4C. Donc, c'est l'organisme pour lequel je travaille, c'est un think tank qui a un statut d'association et qui contribue par ses analyses au débat sur les politiques publiques, sur les sujets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Et pour faire le lien avec ce qui avait été présenté avant, on suit la régulation européenne sur les absorptions de carbone et on fait partie du groupe d'experts européens qui a été cité tout à l'heure par Jorik. Donc voilà pour I4C. Et donc on est une petite structure d'une quarantaine de personnes. Et on héberge deux réseaux qui s'appellent les clubs. Le club carbone forêt-bois, qui s'appelle maintenant d'ailleurs club climat forêt-bois, et le club climat agriculture alimentation, qui sont deux réseaux d'acteurs qui fédèrent les acteurs autour des sujets carbone depuis plus de 10 ans maintenant. Et en fait, le label bas carbone, il est né au sein de ces réseaux qui réfléchissaient en fait avec plusieurs constats. C'est que déjà du côté de la demande, la certification carbone internationale existait déjà, ça fait une vingtaine d'années que ça existe, qu'il y a des standards internationaux qui existent, mais on voyait venir une demande de la part des entreprises françaises pour faire à l'époque on parlait de compensation carbone, faire de la compensation carbone locale. Donc ça c'était une partie du constat. Sur la forêt, à l'époque 2015, dans ces années-là, il y avait quasiment plus d'argent public disponible pour aider les propriétaires forestiers à gérer leurs forêts. C'est important de replacer ça dans un contexte où, après la fin du FFN, les années 90 et jusqu'à récemment, il y avait très peu d'argent public. Et en parallèle, des besoins de ressources importants pour adapter les forêts au changement climatique. Il y a eu des travaux de recherche pour essayer d'utiliser les standards existants, le Verra VCS que certains connaissent ou le Gold Standard qui sont les deux grands standards internationaux existants. Et il s'est avéré qu'ils n'étaient pas adaptés à la forêt ou à l'agriculture française pour deux raisons. Une raison de structuration, c'est des standards qui s'appliquent sur des surfaces très importantes parce qu'ils ont des coûts importants. Donc, il ne s'applique pas à notre structure forestière française où on a des propriétés plutôt de l'échelle de la dizaine d'hectares, on va dire. Et puis, il y avait une problématique de double compte. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était quelque chose de très bloquant. Et en parallèle, l'État français a un peu changé et les négociations internationales ont changé le paradigme sur les engagements des États. Et donc, il y avait un besoin de l'État aussi de créer des outils pour correspondre aux engagements de la France au niveau international. C'est donc créé à travers un projet qui a associé des experts d'I4C qui connaissent plutôt la certification carbone et ses rouages, et des experts plus techniques. Côté forêt, c'était plutôt au sein du CNPF, pour créer un cadre qui a abouti au label bas carbone. Alors le label bas carbone, en quelques mots, je vais vous présenter un peu ses grands principes. Donc c'est d'abord un cadre national qui est publié sous forme de décret, qui a été publié en 2019, donc on fête les 5 ans. Il a évolué depuis, il y a une version ultérieure, et ce cadre fixe les grands principes du label. Il y a un élément qui est clé dans le label bas carbone, ce sont les méthodes, qui sont des méthodes sectorielles. Aujourd'hui, il en existe 15 dans le label bas carbone. Et une méthode, c'est un peu un changement de pratique. On va y revenir après sur les méthodes forestières.
Ces méthodes, il y a vraiment une approche bottom-up parce qu'elles sont proposées par des acteurs, qui peuvent être n'importe quel acteur, qui peuvent rédiger des méthodes, les proposer à l'État, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est le ministère de l'Environnement qui pilote et qui héberge le label bas carbone. Donc ces méthodes peuvent être proposées au ministère de l'Environnement, et il y a tout un processus d'approbation de ces méthodes par une consultation publique, puis un groupe d'experts scientifiques et techniques qui valide ces méthodes. Une fois que les méthodes sont validées, des porteurs de projets peuvent proposer des projets locaux qui génèrent des réductions d'émissions ou des absorptions, lesquelles sont financées par des entreprises extérieures, et tout ça est reconnu par l'intervention d'auditeurs indépendants extérieurs. Voilà pour les grands principes qui reprennent bien sûr les grands principes de la certification carbone. Deux éléments très importants du label bas carbone, c'est que ce label certifie un projet et les réductions d'émissions, absorption associées, mais absolument pas l'entreprise qui finance. Et le périmètre est vraiment là-dessus. Et puis, un autre élément très important, et qui est pour le coup une particularité du label bas carbone quand on regarde ce qui se fait à l'international, c'est que les certificats, les crédits du label bas carbone ne sont pas transférables. Une fois qu'une entreprise les a achetés, elle ne peut plus les revendre. Et ça, c'est un principe fort de garder un lien entre le financeur et le projet, et que ces crédits ne deviennent pas un produit financier transférable à l'infini dans lequel on perd un peu le sens de ce financement de projet. Voilà pour les grands principes du label. Donc on a une quinzaine de méthodologies au total. Alors mon animation fonctionne bizarrement. Désolé. Les grands principes, je ne vais pas les détailler. On retrouve les principes quality qui ont été présentés par Jurek tout à l'heure. Bien sûr, l'additionnalité au cœur du projet, la mesurabilité, transparence, la permanence et l'éco-bénéfice. C'est vraiment des principes communs à la finance carbone et à la certification carbone. Quand même un mot sur le principe d'additionnalité. Il y a un côté frustrant pour les acteurs justement pionniers dont on parlait tout à l'heure qui font déjà bien, mais c'est quand même un principe fondateur de la certification carbone et qui est important pour les entreprises qui financent, c'est qu'elles veulent financer quelque chose qui ne se serait pas passé sans leur intervention. Et donc ce principe d'additionnalité, même s'il est beaucoup discuté, il reste quand même au cœur de ce type de financement de certification carbone. Donc une quinzaine de méthodologies sur des secteurs aussi variés que les transports, le bâtiment, l'agriculture et la forêt. Et là, je vais rentrer un peu dans le détail des 3 méthodes forêt existantes, donc qui ont été développées par le CNPF et qui aujourd'hui ont été validées depuis 5 ans. On a une méthodologie sur le boisement qui peut s'effectuer sur des terres agricoles ou sur des friches. On a une méthodologie qu'on appelle de reconstitution, de reboisement sur des forêts qui sont impactées par des événements extrêmes, qui peuvent être des tempêtes, des incendies ou des dépérissements intenses. Et puis une dernière méthodologie qui couvre, elle, ce qu'on met dans la catégorie de la gestion forestière améliorée, et qui va servir à convertir des peuplements feuillus qui étaient gérés en taillis à une gestion en futaie. Et donc l'exemple un peu emblématique, c'est des taillis de châtaigniers, comme on a beaucoup dans la région ici, qui étaient plutôt gérés en taillis pour faire du piquet sur des rotations d'une vingtaine d'années, qui sont convertis en futaie, donc des durées de révolution 2 fois plus importantes, et qui vont plutôt produire du bois d'œuvre. Quelles sont les caractéristiques des projets sur ces 3 méthodologies ? Dans les grandes lignes, on a dans les compartiments pris en compte, évidemment, le carbone qui est dans les arbres. Pour les boisements, on prend en compte aussi ce qui est séquestré dans les sols. Et puis un point important du label bas carbone, c'est qu'on tient compte de ce qu'il y a dans les éventuels produits bois qui sont générés, et on tient compte aussi des émissions évitées par effet de substitution.
C'est vraiment une particularité. Chez I4C, là, on est en train de mener une étude d'une quinzaine de méthodes internationales existantes, et c'est les seules dans le label bas carbone où on retrouve cet effet de substitution qui est pris en compte dans les projets. C'est des crédits ex-ante, en tout cas ex-ante au bout de 5 ans. On calcule systématiquement sur ces 3 méthodes-là le gain carbone sur 30 ans. Et ça, ce 30 ans, c'est vraiment un compromis entre, d'une part, le temps long forestier et les forestiers qui aimeraient calculer ça sur du plus long terme, et puis les marchés du carbone qui sont sur des durées plus courtes. Et donc ce compromis de 30 ans, il a été trouvé dans ce sens-là, et aussi pour répondre aux objectifs de neutralité carbone à 2050. À l'époque, on était avant 2020, et donc il y avait aussi ce terme de 30 ans qui était important. Les crédits sont générés au bout de 5 ans, en tout cas pour les 2 méthodes principales, et puis il y a un audit de terrain au bout de 5 ans qui vient vérifier qu'on a bien la bonne densité de plants vivants. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a différents rabais qui sont appliqués en fonction du niveau de risque, et tout ça, ça permet de garantir la permanence des réductions d'émissions. Un point important, c'est les co-bénéfices. On est sur un label carbone, mais qui va quand même plus loin que le carbone, et qui regarde ce qui se fait à côté du carbone. Et donc on a un système qui permet de valoriser les projets qui font des belles choses en dehors du carbone, et c'est le cas de la plupart des projets. Et ces co-bénéfices sont évalués sur une grille qui a 4 grands items. La biodiversité, donc qui prend en compte des critères, là c'est un peu des exemples, des critères tels que le mélange d'essence, mais il n'y a pas que ce critère-là. Il y a la préservation du sol, avec une incitation à perturber le moins possible le sol. Il y a les impacts socio-économiques, avec des bonus dans les co-bénéfices si les projets favorisent l'emploi local, par exemple, ou s'ils vont chercher de la certification forestière type PEFC-FSC. Et puis bien sûr, la préservation de l'eau avec des co-bénéfices si on privilégie des essences adaptées en bordure de rivière, etc. On pourra revenir sur les co-bénéfices si besoin. Sur le label bas carbone aujourd'hui, où est-ce qu'il en est ? Donc je vais vous présenter des chiffres là qui datent d'il y a 1 mois. Ils ont encore évolué parce que le ministère tient un jour un site sur lequel on peut voir au jour le jour les projets évoluer. Mais il y a 1 mois, on était à environ 800 projets sur les 15 méthodologies. Ça, c'est pour tout le label bas carbone. Et si on zoome un peu sur ce qui se passe en forêt, on se rend compte qu'on a de l'ordre de 800 projets, donc la plupart des projets du label bas carbone sont des projets forestiers. Et par contre, quand on regarde les tonnes séquestrées, on est à peu près à la moitié du label bas carbone qui est sur des tonnes forestières. Ce qui se passe en fait, c'est que les projets forestiers sont plutôt des petits projets. En moyenne, ils font 9 hectares. Alors que les projets agricoles vont être des projets agrégés. Donc il y a peu de projets, mais qui génèrent beaucoup de réduction d'émissions, puisque c'est des projets qui agrègent des centaines de fermes. Sur ces environ 800 projets forestiers, on est à moitié sur du boisement, moitié sur de la reconstitution, et puis très peu de projets de conversion de taillis en futaie. Et tout ça, aujourd'hui, le label bas carbone, c'est 7000 hectares qui ont été accompagnés et qui ont généré des projets, et qui sont en train de générer des tonnes potentielles, parce que comme on est sur des crédits ex-ante et que la plupart de ces projets n'ont pas été audités, les chiffres que je vous donne là en termes d'impact de réduction d'émissions, impact d'absorption, c'est ce qui potentiellement va venir. Quelques éléments sur l'économie du label bas carbone. Alors là, c'est des chiffres, autant ce que je vous présentais avant, c'est des chiffres issus du registre officiel du ministère. Le label bas carbone ne va pas regarder la contractualisation entre un porteur de projet et une entreprise. Par contre, il y a une association, là, Info Compensation Carbone, qui enquête auprès des opérateurs de la compensation carbone en France et qui, du coup, nous donne c'est une sorte d'observatoire qui nous donne des éléments sur l'économie de ce label bas carbone. Et ça va plus loin, c'est l'économie de la compensation, contribution.
en France. Ce que nous dit InfoCC, Infocompensation Carbone, c'est qu'un opérateur de contribution carbone en France, en moyenne, il vend sa tonne à 6 € la tonne de CO2, tout standard confondu. Mais que par contre, quand c'est des tonnes qui viennent du label bas carbone, on est de l'ordre de 30 je crois que la moyenne c'est 33 € ou 31 € la tonne de CO2. Donc tout de suite, on voit que les prix sont bien plus élevés sur le label bas carbone, puisque les acheteurs de crédit accordent plus de confiance à ce label bas carbone français. Et puis un élément, c'est le graphique de droite ici, sur la répartition de la valeur en moyenne, sur la manière dont c'est enquêté. Quand une entreprise finance un projet 100 €, les 3/4 de ces 100 €, 75 € va au porteur de projet, va à l'opération forestière, la plantation typiquement, et 25% se partagent sur ce qu'on appelle les coûts de transaction qui servent à payer l'intermédiaire qui a monté le projet, l'audit et les différents intermédiaires. Et c'est un taux qui est relativement élevé et qu'on ne retrouve pas forcément sur les standards internationaux. J'arrive plutôt à la fin de ma présentation. Je vous donne quelques éléments sur les forces du label bas carbone. Si on prend un peu de recul, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un outil qui est largement utilisé par de nombreux acteurs, en particulier dans la sphère forestière. Aujourd'hui, la plupart des propriétaires et des gestionnaires forestiers se sont saisis de l'outil, l'utilisent soit pour monter des projets, soit pour créer de nouvelles méthodes. Il y a les chercheurs qui sont impliqués dans la conception des méthodes, de différentes manières. Bien sûr, l'administration publique qui héberge et qui dirige ce label bas carbone et qui a mis des moyens. Il y a aujourd'hui des équipes dédiées au niveau national, mais aussi dans les DREAL qui s'occupent du label bas carbone. Et puis les associations environnementales qui aussi participent à la construction dans les différentes instances de consultation. Et donc ça, je pense que c'est un vrai facteur de succès, c'est que cet outil est vraiment partagé par la plupart des acteurs et l'immense majorité des acteurs. Le fait que ce label soit hébergé par le ministère de l'Environnement, ça apporte beaucoup de confiance pour les entreprises, pour l'ensemble des acteurs, d'une part, donc c'est un élément hyper important. Et un élément qu'on oublie parfois, c'est que les coûts de transaction de ce label sont relativement faibles comparé aux standards internationaux, où, pour rappel, dans les standards internationaux, ne serait-ce que pour soumettre un projet, vous devez payer. Pour soumettre une méthodologie, vous devez payer. Les coûts d'audit sont bien plus élevés, ce qui fait qu'aujourd'hui, le label bas carbone permet de faire des projets de 5, 10, 30, 50 hectares, ce qui ne serait absolument pas possible avec les standards internationaux. On a des méthodes qui sont plutôt encadrantes, quand on regarde si on compare avec les méthodes internationales, elles sont même relativement encadrantes, et ça a pas mal d'avantages. Alors l'inconvénient, c'est que c'est long de faire ces méthodes, il faut beaucoup de technicité pour les produire, mais on arrive au final à un bon équilibre entre le coût et la précision, ça c'est important. Et puis le fait que ces méthodes soient cadrantes, c'est plus facile de monter un projet pour les porteurs de projets. Et aussi, comme beaucoup de choses sont cadrées dans la méthodologie, l'audit est beaucoup plus facile. Il existe à l'international des méthodes qui restent vagues sur un certain nombre de points. Le problème, c'est que lorsqu'il faut auditer, l'auditeur passe des journées entières à comprendre ce qu'a fait le porteur de projet. Et donc, on arrive à des coûts prohibitifs. On parle de plus en plus de valoriser la biodiversité en plus du carbone, et c'est vraiment un élément à défendre dans le contexte, et on l'a vu avant, où il va y avoir de plus en plus de projets sur le marché carbone volontaire, de projets qui viennent de séquestration industrielle, où ils ont un argument fort, c'est qu'ils ont directement la permanence, ce qu'on a moins sur les secteurs des terres. En revanche, on a des co-bénéfices. Et ça, c'est un élément à mettre en avant, et c'est le cas dans le label bas carbone. Une mention un peu particulière sur le fait qu'aujourd'hui, l'État aussi favorise la demande en crédit, notamment avec des lois où les compagnies aériennes qui font des vols domestiques
pratiquement obligées d'acheter des crédits label bas carbone. C'est pas totalement obligé, mais elles sont fortement incitées en fait à acheter des crédits label bas carbone. Donc ça, c'est important parce que ça supporte vraiment la demande. Et puis c'est un label où bien sûr il y a de l'amélioration continue. Et je vais y venir en particulier sur les méthodes forestières qui aujourd'hui sont dans un moment un peu important puisque les 3 méthodes forestières que j'ai présentées sont en cours de révision. Elles sont actuellement en consultation publique, donc je vous invite à aller voir sur le site du label bas carbone, vous avez le lien vers la consultation publique pour une 3e version de ces méthodologies forestières. Et on voit bien là, du coup, qu'il y a vraiment une amélioration continue. Et du coup, sur les grands objets là, de cette révision des méthodes, c'est qu'elles vont être rendues éligibles au DOM-TOM, département et territoire d'outre-mer. On va vers plus d'intégrité environnementale, avec des critères pour mélanger les essences, également un critère pour favoriser dans la méthode de reconstitution après dépérissement, favoriser des reconstitutions qui sont sur du réel dépérissement, et puis des clarifications sur les règles d'audit, puisque les premières audits 5 ans après vont arriver, commencent à arriver. Dans les travaux en cours, il y a aussi évidemment des nouvelles méthodologies qui arrivent, plutôt sur de la gestion forestière améliorée. Alors j'ai fait une liste, mais elle n'est pas exhaustive. Mais il y a une méthodologie en cours sur la gestion forestière irrégulière, une méthodologie sur les îlots de vieillissement, îlots de sénescence, des méthodologies sur la plantation d'enrichissement, et aussi sur la transformation de peuplement pauvre. Et il y a un travail aujourd'hui du ministère aussi pour améliorer le registre et la disponibilité de toutes les informations sur le site du label bas carbone. Une dernière slide et j'en finis là pour ma présentation. Quels sont aujourd'hui les différents challenges pour le label bas carbone ? Je résumerai ça sur un peu un de ses points forts, c'est qu'il y a quand même beaucoup de confiance sur ce label et il y a un besoin de continuer à asseoir cette confiance sur différents points, notamment sur le côté forestier. On a beaucoup d'incertitudes sur le puits forestier. On l'a vu ces dernières années, certaines régions en France deviennent sources de carbone. On ne sait pas vraiment comment va évoluer la croissance forestière et les dépérissements. Donc il y a un vrai enjeu sur ce sujet-là pour que le label bas carbone reste crédible, sans doute par des outils techniques d'amélioration, des outils de croissance qui sont au cœur des simulations du label bas carbone, peut-être en augmentant un peu aussi les rabais et la mise en tampon, en stock tampon d'une partie de ces crédits pour tenir compte de ces incertitudes, et puis en utilisant des outils que la plupart des forestiers connaissent, d'outils d'aide à la décision pour favoriser des essences adaptées au changement climatique. Le cadre européen, il a été largement et très clairement présenté tout à l'heure. Ça peut vraiment être une opportunité pour améliorer la crédibilité du système et accroître la demande. On a vu qu'il y a un certain nombre de textes européens qui accompagnent ce CRCF, là, ce cadre européen, pour favoriser aussi la demande. Et donc, on l'a vu dans les questions, il y a un vrai challenge à ce que notre label bas carbone français, qui a quand même beaucoup d'expérience, qui fonctionne bien, serve un peu d'exemple aussi au niveau européen, et surtout qu'on ne réinvente pas la roue au niveau européen. Et à ce titre-là, on a des méthodes qui aujourd'hui fonctionnent très bien. Et donc, je pose la question à la Commission, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à ce que les méthodes européennes telles qu'elles sont conçues ne soient pas des guides sectoriels, des grands guides sur la forêt qui fixeraient les durées de crediting, etc. Et que les méthodes plus spécifiques, label bas carbone, soient reconnues compatibles à un moment, ce qui permettrait de ne pas réinventer la roue. Et notre expérience quand même sur le développement des méthodes, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps de développer des méthodes. Et donc ça peut vraiment être un gain de temps d'utiliser les méthodes existantes. Là je parle du label bas carbone, mais dans les standards internationaux, il y a aussi des tas de méthodes existantes.
Mais pour ça, il y a aussi, et il faut le dire, il y a des problématiques qui devront être résolues. Sur les crédits temporaires, on pourra y revenir tout à l'heure, le CRCF demande à ce que les projets aient un impact positif sur la biodiversité, donc c'est déjà en grande partie intégré dans le label bas carbone, mais peut-être que ça devra être mieux intégré. Il y a un sujet sur les crédits ex-ante aussi. Tout ça, ça a été dit tout à l'heure, ça nécessitera peut-être des ajustements aussi quand même. Un point sur la demande, on a vu que le label bas carbone ne régule pas du tout la demande en crédit. Par contre, il y a déjà des textes qui existent en France et qui sont en train d'être construits au niveau européen pour que ces crédits, ces certificats soient utilisés de la bonne manière par les entreprises. Et ça, c'est hyper important pour éviter toutes les attaques en greenwashing. Et ça doit être à côté du label bas carbone, mais on voit que c'est en bonne voie avec les différents textes européens et notamment la Green Claim Initiative. Et puis un dernier point sur la transparence de l'utilisation des fonds. Là, il y a peut-être matière à aussi rendre les choses un peu plus transparentes pour qu'on comprenne mieux le partage de la valeur. Quand une entreprise finance un projet label bas carbone, qu'on comprenne mieux où va cette valeur. D'autant plus que je pense qu'on n'a pas à rougir sur le label bas carbone. La plupart de la valeur va vraiment au montage du projet et à l'opération en tant que telle, puisque encore une fois, on a des coûts de transaction relativement faibles. Et donc, gagner en transparence là-dessus ne ferait que augmenter la confiance dans le label bas carbone. Merci de votre attention. Merci Simon. Merci beaucoup. Et on va laisser les questions pour la table ronde. Et donc, on va continuer avec la prochaine présentation.